Donc, on va passer les 2 prochaines heures ensemble. Moi, je suis le docteur Iriard, je travaille à Bordeaux et on va faire les valves auriculo-ventriculaires, donc les anomalies mitrales d'abord, et ensuite les anomalies de la valve tricuspide. Donc, pour comprendre l'anatomie, l'imagerie, la physiopathologie des anomalies mitrales, il faut comprendre et il faut voir la valve mitrale, non pas comme une valve avec 2 feuillets, mais comme un complexe valvulaire. Et c'est d'autant plus important en cardiologie congénitale, ce complexe incluant l'anneau, avec toutes les variations de taille vers la dilatation, ça vous le comprenez facilement, surtout si vous êtes cardiologue, mais aussi vers les hypoplasies dans le cadre des sténoses congénitales, les feuillets évidemment, mais également, et c'est très important en cardiologie congénitale, l'analyse des cordages et l'analyse des muscles papillaires. Donc, il faut bien avoir en tête cette entité physiopathologique et anatomique, dont je vous ai mis un schéma de Frank Netter ici. Et il faut bien comprendre également les rapports entre la valve mitrale et les structures auriculo-ventriculaires et la valve aortique notamment, l'orientation de la valve mitrale pour son échographie et la forme de l'anneau mitral en selle, ce que vous savez sûrement avec cet aspect de selle avec une hauteur antéro-postérieure ici, regardez en regard de la valve aortique, et je dirais les 2 côtés de la selle, là où vous mettriez les jambes, du côté commissural. C'est important, c'est plus important notamment en cardiologie interventionnelle quand on fait du mitraclip, mais c'est un élément d'anatomie qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, quand on parle d'anomalie mitrale sténosante ou fuyante congénitale, on a une approche physiopathologique dite holistique, c'est-à-dire une approche qui inclut, comme je viens de vous le dire, l'ensemble de l'appareil, ce qui inclut également les structures atriales et ventriculaires qui sont très importantes maintenant en cardiologie adulte et qui imprègnent petit à petit la cardiologie pédiatrique et congénitale. Et donc, l'élément le plus important de ce cours, c'est vraiment de vous faire comprendre ça et de vous faire avoir ce réflexe quand vous allez analyser vos malades, échographier vos malades ou demander des examens d'imagerie ou discuter avec les chirurgiens, d'avoir cette approche globale. Un point d'épidémiologie pour vous dire que les anomalies mitrales en cardiologie pédiatrique et congénitale, c'est relativement rare. Vous voyez ici la prévalence de 0,5%. Et surtout, c'est rarement isolé, dans le sens où les anomalies mitrales, presque toujours, s'incluent dans un complexe, notamment d'obstacles du cœur gauche ou d'anomalies du cœur gauche, de la filière gauche, qui peut aller de l'oreillette et de membrane supraortique ou de cœur triatrio, jusqu'à l'aorte distale et notamment les coarctations, dans ce que l'on peut décrire classiquement comme le syndrome de Shawn, on va en parler tout à l'heure, ou en tout cas dans une entité physiopathologique qui s'appelle les anomalies étagées du cœur gauche. Donc si vous voyez une valve mitrale anormale, il faut regarder la valve aortique, il faut regarder l'aorte, il faut chercher une membrane supramitrale, etc., etc. En termes de physiopathologie, on a des lésions qui sont largement fuyantes dans la plupart des cas, rarement isolées, rarement sténotiques isolément, et on a souvent également 15% dans les séries bibliographiques que je vous ai mis en référence, mais à mon avis c'est un peu plus, des lésions mixtes. Pour préciser les données bibliographiques que je vous ai mis en référence à la diapo d'avant, je montre ici une vieille étude, qui a une trentaine d'années, où ils ont screené plus de 13 000 enfants et ils ont trouvé que 65 malformations mitrales. C'était quand même du tout venant adressé pour échographie, vous voyez, valve mitrale en parachute, anomalie des piliers, anneau supramitral, donc problématique des feuillets et de la zone supravalvulaire, des clefts et des doubles orifices dans des proportions, vous voyez, qui sont relativement faibles. Et donc, ce complexe valvulaire mitral, il faut le comprendre, il faut le connaître sur le plan anatomique, ça c'est obligatoire. Et puis, il faut savoir l'analyser. Vous voyez, donc c'est cette transposition vidéo d'un cœur donc en mouvement. Il faut pouvoir la transposer sur vos examens d'imagerie et en particulier l'échographie transthoracique et l'échographie transœsophagienne. Vous voyez ici du transthoracique, vous voyez ici du transœsophagien, où
finalement, ça va être les éléments clés pour l'analyse morphologique, anatomique et fonctionnelle de la valve et pour guider vos discussions avec l'équipe médico-chirurgicale. Alors, si on part de la base et pas forcément du 3D, on va utiliser les coupes échographiques à notre disposition. Beaucoup les coupes sous-costales chez les nouveau-nés, chez les nourrissons, à travers la coupe longitudinale et la coupe, longitudinale et la coupe plutôt 4 cavités et petit axe. Et on va pouvoir transposer ces coupes, donc petit axe et long axe, qu'on fait en sous-costal chez les nourrissons et les bébés, sur les coupes parasternales et apicales que vous utilisez, je pense, en pratique quotidienne. La coupe petit axe, qu'elle soit sous-costale ou qu'elle soit parasternale, elle va être très intéressante pour analyser finalement la morphologie valvulaire, pour analyser donc la morphologie des feuillets, la mobilité des feuillets, et surtout pour analyser tout l'appareil sous-valvulaire. Et donc, vous allez pouvoir faire un balayage de la pointe vers la base et de l'autre côté de la base vers la pointe pour analyser les feuillets, pour analyser leur taille, leur morphologie, leur aspect, leur anomalie éventuelle, on va y venir, pour analyser tout l'appareil sous-valvulaire et notamment les piliers et leur positionnement. Ici, vous voyez, on a clairement une insertion qui est très basse du pilier latéral, qui normalement est plutôt antérolatéral, et ici qui est postérolatéral, et toutes les attaches accessoires, les piliers accessoires, pour essayer de comprendre en fait les défauts de mobilité de la valve et les problématiques donc de régurgitation qui s'ensuivent. Quand on va discuter de plastie et de localisation des jets de fuite, notamment sur A1, A2, A3, P1, P2, P3, ce qui est important pour les chirurgiens quand ils vont faire une chirurgie de plastie, en particulier chez les adolescents par exemple, on va pouvoir aussi utiliser les coupes parasternales grand axe, et pas forcément la coupe parasternale grand axe seulement, telle que vous la connaissez sur l'aorte, qui définit plutôt une orientation de type A2-P2, mais il faudra faire un balayage vers la valve tricuspide et pour aller vers A1-P1 et vers la valve pulmonaire pour aller vers A3-P3 pour pouvoir faire vraiment une analyse segmentaire de chaque feuillet et de chaque segment de chaque feuillet valvulaire. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre qui est relativement facile à faire et qui permet de faire un balayage anatomique segmentaire des valves comme vous le feriez pour identifier un prolapsus de P2 ou de P1 si vous voulez dire à un chirurgien de réparer la valve ou peut-être demain à un cardiologue interventionnel de mettre un clip ou de faire une plastie percutanée. Et bien sûr, vous allez utiliser la coupe apicale 4 cavités, 2 cavités, 3 cavités pour mesurer aussi la sévérité des fuites, la taille de l'anneau et le mouvement des feuillets. Donc toutes les coupes parasternales, apicales, sous-costales pourront être utilisées avec vraiment cette technique de balayage pour pouvoir analyser la valve et surtout l'appareil valvulaire et sous-valvulaire. Voilà. Donc, je vous ai dit un mot de l'échographie pour évaluer l'anatomie de la valve. Pour évaluer la fonction de la valve, ben finalement, on reprend ce qu'on a emprunté à la cardiologie adulte, c'est-à-dire une classification plutôt fonctionnelle. Une classification fonctionnelle où on a soit une mobilité normale de la valve, ça s'appelle la classification de Carpentier, qui est très ancienne mais très simple à comprendre sur le plan physiopathologique, donc simple dans la discussion avec les chirurgiens, par exemple. On peut avoir une mobilité normale des feuillets et de l'appareil sous-valvulaire, mais avoir une fuite parce qu'on a une dilatation de l'anneau. On verra quelles sont les raisons après. On peut avoir une mobilité normale, mais on peut avoir une fente ou une cleft en anglais dans une des valves et donc qui va générer une fuite potentiellement sévère. Et on peut avoir un double orifice mitral, par exemple. Quand on a un mouvement exagéré vers l'oreillette, c'est-à-dire un prolapsus de la valve, on a dans 100% des cas plutôt des fuites. Et on peut avoir donc une mobilité restreinte. Alors, la mobilité restreinte, chez les adultes, c'est plutôt dans le cas de cardiopathie ischémique, ce qui est assez peu le cas dans la cardiopédiatrie, hormis les Alcapa, qui sont quand même générateurs d'IM ischémique extrêmement sévères. Mais on peut aussi avoir toutes les anomalies de l'appareil sous-valvulaire, et ça, c'est quelque chose de très spécifique à la cardiologie congénitale.
quand on a donc des muscles papillaires et des cordages anormaux, c'est-à-dire toutes les valves en parachute lac, hamac, on va en parler tout à l'heure, qui peuvent être sténosants et ou fuyants. Et parfois, on peut avoir une mobilité restreinte par finalement un envahissement de la valve sur son versant atrial par des membranes, dans ce qu'on appelle des membranes supramitrales ou des membranes intramitrales qui peuvent limiter la mobilité de la valve. Je parle ici que d'anomalies congénitales, puisque bien évidemment, quand on a une restriction du mouvement des feuillets, on se posera la question, en fonction de l'origine des patients, d'une problématique congénitale ou d'une problématique rhumatismale, avec notamment comme différence principale le comblement des commissures, parce que vous serez sûrement amené, si vous faites ce métier plus tard, à gérer éventuellement des malades, par exemple un adolescent ou un jeune adulte qui vient à 20 ans pour une dysplasie mitrale extrêmement sévère, fuyante ou sténosante. Et si c'est un patient, par exemple, qui vient du sous-continent africain, avec des conditions sanitaires qui ne sont pas celles qu'on a nous, ils pourront être adressés pour une IM rhumatismale ou un RM rhumatismal. Parfois, c'est rhumatismal, parfois, c'est congénital. Et donc, c'est intéressant de connaître les différences, puisque parfois, je peux vous dire d'expérience que on a des anatomies qui sont relativement proches. Et pour rester en France, les gens, par exemple, qui travaillent sur l'île de la Réunion ou à Mayotte, ils ont énormément de valvulopathie mitrale, la plupart étant plutôt des anomalies rhumatismales, notamment liées à l'immigration des Comores, etc. Mais on a parfois, puisqu'on opère ces patients, des anomalies congénitales caractérisées avec des différences. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la différence entre le RM rhumatismal et congénital, mais il faut que vous gardiez ça à l'esprit et que vous gardiez l'esprit ouvert. Oui. Quand on a un appareil sous-valvulaire normal, avec une disposition normale des piliers, dans la morphologie, le positionnement des piliers et des cordages, on a aussi parfois des cordages calcifiés. On va vraiment analyser la morphologie de la valve parce qu'on a souvent des morphologies dites en crosse de hockey dans les valvulopathies rhumatismales, notamment sténosantes, mais parfois fuyantes. Et dans les pathologies rhumatismales, ce qui est assez pathognomonique, c'est des calcifications, des épaississements et calcifications importants des valves. Avec classiquement, on dit voilà des comblements commissuraux de la partie, je dirais, annulaire vers le centre. Et quand elles sont calcifiées, c'est presque pathognomonique, mais parfois elles le sont très peu. Et donc, je vous engage vraiment, avant de dire que c'est par exemple un RM rhumatismal, à regarder s'il n'y a pas un pilier unique, s'il n'y a pas des cordages, des fusions de la valve sur un pilier, par exemple, avec des anomalies dites en arcade ou en hamac. Et donc, il faut essayer de regarder ça. Notamment si on veut définir, par exemple, une stratégie percutanée, de dilatation percutanée. On ne peut pas dilater de manière percutanée une valve mitrale en arcade ou en hamac, parce que soit ça ne va pas marcher, soit on va tout exploser, et donc ce n'est pas la bonne stratégie. Donc, si on va faire en fait le cours en essayant de balayer la valve de l'anneau au feuillet, au cordage, au pilier. Moi, c'est comme ça que je regarde la valve. Après, vous la regardez comme vous voulez. Donc, les problématiques d'anneaux, on va surtout parler des petits anneaux, puisque le petit anneau va donner, par bien sûr une diminution de l'aire d'ouverture, des problématiques de sténose. Et heureusement, pour les pédiatres et les cardiopédiatres, on a des Z-scores de la taille de l'anneau par rapport à la surface corporelle des enfants, des nouveau-nés. Et donc, on va définir de manière très simple un Z-score, une hypoplasie de l'anneau quand on a un Z-score inférieur à -2. Bon, ça, c'est pas compliqué. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, puisque vous avez compris maintenant que la valve mitrale, elle a un anneau qui n'est pas un cercle, c'est que le diamètre que vous allez mesurer, il peut être normal ou anormal, mais il sera différent que vous fassiez une coupe 4 cavités, qui est une coupe dans cet axe-là, que vous fassiez une coupe, donc vous aurez ça, que vous fassiez une coupe parasternale grand axe, comme ça, ou que vous fassiez une coupe bicommissurale en échographie transœsophagienne. On a des variations de diamètre qui sont considérables. Donc, quand vous utilisez un calculateur pour calculer les Z-scores de la valve, et j'irai pas plus loin que ça,
il faut que, si vous utilisez le Z-score qui est basé sur des mesures parasternales, c'est-à-dire là, qui est le plus petit diamètre en réalité, vous rentriez pas la valeur que vous avez mesurée en cas de cavité. Sinon, vous n'aurez jamais d'hypoplasie. Vous comprenez? Donc, c'est juste le message, c'est idiot, mais tout le monde se fait avoir. Utilisez le Z-score dans les calculateurs. Vous avez tous les applis sur vos Android et sur vos iPhones. Si vous n'avez pas, je vous les donnerai. Mais utilisez le Z-score, la coupe qui va avec le Z-score ad hoc. Sinon, vous faites n'importe quoi. OK? Et deuxième information, et je passerai après à un sujet différent. Juste, c'est une espèce de boîte à outils que je vous donne, notamment quand on a des problématiques d'hypoplasie limite du cœur gauche et qu'on se demande s'il faut faire une correction univentriculaire ou biventriculaire. Dans les sténoses aortiques critiques, dans les hypoplasies sur obstacle étagé, etc., on considère chez un nouveau-né, par exemple, qu'un anneau mitral en cas de cavité de moins de 9 mm constitue un critère défavorable, par exemple, pour une réparation biventriculaire. Le mieux étant d'utiliser les Z-scores, mais bon, voilà, c'est juste un chiffre que je vous donne que vous pouvez garder en mémoire. OK. Deuxième information, vous savez que la fonction crée l'organe, ça vous avez appris ça à l'école de médecine. Et quand on a un débit antérograde durant la vie fœtale qui est diminué, notamment par le fait qu'il y ait une veine cave supérieure gauche qui se draine au sinus coronaire, qui va gêner finalement le passage du sang à travers le foramen ovale et la valve mitrale pour développer le ventricule gauche. C'est un facteur de risque d'avoir un obstacle étagé du cœur gauche et d'avoir éventuellement une hypoplasie des structures gauches, incluant la valve mitrale. Donc, pensez à ça. Si vous faites de l'échographie fœtale, pensez que si vous avez une veine cave supérieure gauche et que vous arrivez à la voir, il faut s'intéresser au bon développement ou au mauvais développement des structures gauches. Et souvent, dans les obstacles étagés du cœur gauche avec hypoplasie de l'anneau mitral, on peut avoir une veine cave supérieure gauche. OK? Ensuite, puisqu'on a parlé des feuillets, puisqu'on a parlé de l'anneau, on va parler des feuillets. Les feuillets, il faut en apprécier leur nombre, leur morphologie, leur taille. Et l'anomalie que vous verrez le plus souvent, probablement, dans votre carrière, en particulier si vous faites des patients adultes, c'est le prolapsus valvulaire mitral ou le prolapsus bivalvulaire mitral qui rentre classiquement dans ce qu'on appelle la maladie de Barlow chez les adultes et qui est un élément anatomique et phénotypique tout à fait caractéristique des pathologies génétiques qui touchent les enfants d'atteinte du tissu conjonctif et en particulier la maladie de Marfan ou la maladie des Ehlers-Danlos. Plus l'ostéogenèse imparfaite, l'exanthome élastique, etc. C'est quoi la définition échographique? Comment on fait le diagnostic d'un prolapsus valvulaire? C'est quand on a une extension des feuillets au-dessus du plan de l'anneau, c'est-à-dire vers l'oreillette, de plus de 2 mm. Voilà une définition ici, dans un textbook ancien, anglo-saxon. Voilà un patient que j'ai fait la semaine dernière, en l'occurrence, où vous voyez qu'on a souvent une zone de coactation protosystolique qui est correcte et un deuxième mouvement mésotélésystolique, donc un mouvement de fermeture en 2 temps. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais on a une fermeture au-dessus du pan de l'anneau au-dessous du panneau dans le ventricule. Et à partir du moment où on a une contraction isovolumique, on a un recul, c'est ce qui définit aussi l'auscultation classique du prolapsus valvulaire mitral, avec ce qu'on appelle le clic mésosystolique, si vous vous souvenez de vos cours d'internat. Mais je ne vais pas trop développer ça, vous connaissez ça sûrement très bien. Une information sur une entité nouvelle que vous connaissez peut-être moins ou peut-être pas, liée au prolapsus valvulaire mitral, dont on parle beaucoup en ce moment, si ça vous intéresse, c'est ce qu'on appelle la disjonction annulaire dans le prolapsus valvulaire mitral. C'est quoi une disjonction annulaire? Une disjonction annulaire, c'est quand l'anneau fibreux de la valve mitrale est disjoint et séparé du myocarde.
c'est-à-dire de la partie musculaire du ventricule gauche. D'accord? Donc, ça se définit ici, vous voyez, par un espace fibreux entre l'anneau et la partie postérieure du myocarde. Je vais vous montrer un exemple ici, pareil d'un patient que j'ai vu la semaine dernière. Vous voyez qu'ici, la valve, elle est attachée au myocarde ici, hein, en antérieur, et en inférieur. Si vous regardez ici, vous voyez, il y a un mouvement de curl qu'on dit. Je vais vous montrer si vous avez mal vu. Ici, là, voilà. Où finalement, il y a une zone fibreuse de séparation entre le myocarde ici et la partie postérieure de l'anneau. Je vous montre un autre exemple ici. Vous voyez le mouvement de bascule arrière avec cette espèce d'incurvation ici, on appelle ça un curl en anglais. Ici. Et ici, il y a une petite disjonction. Donc, c'est ce qu'on appelle une disjonction mitrale. Et le fait que la valve prolabe et qu'elle vienne tirer sur l'appareil sous-valvulaire et sur les piliers, mais en fait, on voit ici un tout petit liseré ici de fibrose sous-endocardique en regard du pilier antérolatéral. Et ce malade, qui se trouve en plus être le fils d'une cardiologue, il avait des arythmies ventriculaires. C'est un patient de 18 ans qui est sportif, qui est en terminale. Et ce patient, donc donc il a une valve gauche redondante qui prolabe, une fuite modérée à sévère, un VGA 60 mm. Il a des troubles mineurs de la repolarisation qui sont décrits dans ce papier du JACC dont je vous recommande la lecture. Et soit les patients n'ont pas d'arythmie, soit les patients ont des extrasystoles ventriculaires, soit ils font de la TV, soit ils font même de la TV parfois létale ou polymorphe. Et bien évidemment, plus on fait d'arythmie sur le monitoring, plus le risque de complications, puisque on a toujours considéré que la maladie de Barlow, par exemple, le prolapsus valvulaire mitral, c'est plutôt une maladie bénigne, mais on a longtemps décrit, depuis 100 ans, des problématiques de mort subite dans ces populations, de gens qui allaient par ailleurs bien, qui avaient des VG qui étaient bons, etc. Et plus ça va, plus on se dit que ces fibroses des piliers, des fibroses myocardiques, la fibrose aussi qu'on peut avoir sur cette zone de curl dans la disjonction aortomitrale est possiblement une des causes physiopathologiques qui peut justifier des ablations, qui peut justifier la mise en place de défibrillateurs dans des populations donc de gens qui vont plutôt très bien avec des fuites liées donc à des prolapsus valvulaires mitraux. Et donc ça, c'est un autre papier de la même équipe publié l'année dernière dans JACC Imaging qui montrait finalement que sur un suivi de 10 ans, il n'y avait pas de différence en termes de survie avec ou sans chirurgie, mais qu'il y avait des différences claires en termes de complications rythmiques. Voilà, c'est un élément sûrement que vous connaissiez pas ou peu. Et donc, c'est un élément nouveau et intéressant dans cette pathologie. Ensuite, autre anomalie des feuillets, c'est une fente. Une fente, on peut avoir un appareil sous-valvulaire qui est globalement normal, des cordages, une mobilité, une taille ventriculaire, mais on peut avoir une fente du feuillet. Il y a deux types de fentes. Classiquement, pour les anatomistes chevronnés comme Lucille, Van Praag, Anderson, tous leurs successeurs, etc., on a plutôt des fentes de patients avec vaisseaux normaux-posés qui sont plutôt des CAV ou des CAV-like, avec une fente qui est vraiment dirigée vers le septum. Je vais vous montrer des exemples après. En ayant plus ou moins un phénotype de CAV, notamment avec une distance de l'inlet qui est plus courte que l'outlet. Je vais pas trop développer, je pense que vous avez un cours sur le CAV qui est fait par Sophie et qui est un cours excellent. Et des fentes de malposition, avec des fentes qui sont dites des fentes vers la voie d'éjection. Ce qu'on voit aussi régulièrement, c'est quand même des fentes isolées sur des cœurs sains de patients, ils sont eusomiques, qui sont des fentes du feuillet antérieur, là aussi pareil dirigées vers la voie d'éjection, et qui créent des fuites et qui sont une indication chirurgicale formelle, même en cas de fuite modérée. Donc ça, c'est un exemple de fente ici. C'est des images sûrement de Lucille. Ça, comment on voit les fentes? On les regarde en parasternal, petit axe, et idéalement en 3D. En petit axe, on va la suspecter. La fente, elle est ici, vous voyez. La mécanique de la valve
postérieure est normale, la mécanique de la valve d'air est normale, mais on a vraiment l'impression ici qu'il y a une ouverture, une fente comme un coup de ciseau. Et si on utilise le 3D, on va tout de suite voir la fente sur toute la hauteur de la valve. J'espère que vous la voyez. Et parfois, ça donne des fuites qui sont assez difficiles à voir parce qu'elles sont extrêmement excentrées. On a l'impression qu'elles sont mineures, mais on a parfois une surcharge volumique avec une dilatation des cavités cardiaques. Et ça, c'est des indications chirurgicales qui sont formelles. Avec simplement des sutures, plus on attend, plus les bords de la fente vont s'ourler, elles vont s'épaissir et plus la valve va être difficile à opérer. Donc, c'est souvent une indication de chirurgie assez rapide chez les enfants. Donc ça, c'est un autre exemple. Vous voyez ici. Mais ici, la fente, elle est plutôt dirigée vers le septum. Donc, ça rentre plutôt dans le spectre des CAV. D'accord? Donc, pour résumer un peu, les fentes isolées vers le septum, perpendiculaires au septum, plutôt des fentes de CAV. Fente antérieure, plutôt dans les malpositions. On en voit beaucoup dans les transpos complexes. On peut en voir quand même isolés sur des cœurs normaux. Et donc voilà, donc ça c'est un CAV. Vous voyez ici les deux feuillets bridging avec un feuillet mural, un appareil sous-valvulaire sur chaque feuillet et une ouverture ici avec une CIV de l'inlet. Alors qu'ici, on a le septum, ici on a la voie d'éjection, on a une fente qui est dirigée vers la voie d'éjection. Avec pareil, ça c'est un feuillet antérieur qui est positionné sur deux appareils sous-valvulaires différents. Bon, il y a des différences anatomiques, mais sur le plan, je dirais, de la mécanique de la fuite, c'est globalement la même chose. Et très rarement, ça avait été décrit par Pierre-Emmanuel Seguela, qui travaille à Nantes, qui connaît bien la valve mitrale. Il avait décrit ce cas d'une fente postérieure. Vous voyez ici un mouvement normal de la valve antérieure en ETO dans la vue atriale, et ici une fente postérieure, avec une fuite importante qui avait été opérée, qu'il a rapportée dans la littérature. Mais retenez que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Quelque chose de plus fréquent, c'est le double orifice mitral. Le double orifice mitral, c'est pareil, vous le verrez, si vous le cherchez, et vous le verrez apparaître comme un aspect de binoculaire, ici en parasternal petit axe, où vous avez deux ouvertures avec une langue de tissu qui vient séparer les deux ouvertures, avec un appareil sous-valvulaire qui supporte chaque composante valvulaire des deux côtés. Ça peut être sténosant, comme vous voyez à droite, mais ça peut être fuyant aussi. C'est presque jamais isolé. C'est souvent associé à des cardiopathies complexes, souvent à des anomalies du spectre du CAV ou des anomalies étagées du cœur gauche. Et il y a trois types anatomiques que vous n'allez pas apprendre parce que ça sert à rien, qui sont donc un incomplete bridge, complete bridge et all type ou aspect de double parachute. Sur le plan anatomique, on définit ça, le double orifice, comme deux orifices, ça vous avez compris, et sur le plan anatomique comme un bridge, un pont tissulaire accessoire ou un limbus qui peut être partiel ou complet, qui vient finalement séparer les deux orifices valvulaires d'une valve unique. Chaque orifice étant supporté par un appareil sous-valvulaire spécifique. Donc ça, c'est une coupe anatomique. Pareil, issu de ce papier de Pierre-Emmanuel Seguela que je vous conseille de lire si ça vous intéresse parce qu'il est très bien fait avec Lucie Louyel, qui est vieux mais qui est toujours extrêmement d'actualité. Et donc ici, on voit en petit axe une ouverture principale latérale, une ouverture accessoire médiale séparée par une petite langue de tissu. Et si vous regardez bien parasternal, on voit une ouverture principale ici, qui est celle-là, et une deuxième petite ouverture de la valve qui est ici, qui correspond à cet axe-là. Un cas un peu plus caricatural, avec donc plus des attaches septales, avec une ouverture ici, vous voyez, et une ouverture là. Vous voyez un peu ? Pareil ici, deux ouvertures. Ici, ça se voit très mal parce qu'en fonction du plan de coupe que l'on fait, on va voir qu'un seul orifice, évidemment. Et ici, on peut avoir un truc qu'on appelle la pince de crabe.
où on a un aspect, vous voyez ici, d'un flux qui va là et d'un flux qui va là. Je vous remontre l'aspect ici de la pince. Ça, c'est une clé d'échographie pour faire ce diagnostic. Et ça, c'est une anomalie en 3D. Donc, la dernière partie du cours, elle est centrée sur quelque chose qui est très important et qui est très spécifique de la cardiologie congénitale, qui sont les anomalies des cordages et surtout les anomalies des muscles papillaires, qui peuvent donner des lésions mixtes ou des lésions sténotiques, rarement des lésions fuyantes pures. Et donc, si on se déplace du côté donc des sténoses mitrales, juste avant de parler donc des anomalies des cordages et des muscles, il faut toujours pareil dans cette approche holistique de la valve, toujours penser à l'appareil annulaire et supraannulaire. Donc il y a des sténoses supravalvulaires, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Les sténoses annulaires par hypoplasie de l'anneau et les anomalies de feuillet type par exemple anomalie rhumatismale, je vous en ai déjà parlé, et je finirai le cours donc sur ces anomalies des cordages et des piliers. Mais je reviens un tout petit peu en arrière d'abord pour les problématiques d'obstacles supravalvulaires qu'on définit par deux entités en fait embryologiques et physiopathologiques qui sont différentes, mais surtout embryologiques. Et il faudra déterminer, si vous voulez, quand on a des obstacles supravalvulaires dans l'oreillette, si ces obstacles sont en amont de l'auricule gauche, auquel cas c'est un cœur triatrial ou corps triatrium en anglais ou en latin, ou si on a des obstacles qui sont en distalité de l'auricule, c'est-à-dire très proches ou collés à la valve mitrale, avec ce qu'on appelle des anneaux supramitraux ou bien des anneaux intramitraux, qui sont globalement la même entité physiopathologique. Le cœur triatrial ou corps triatrium, je vous l'ai dit, c'est une membrane qui va, pour que vous puissiez faire le diagnostic, c'est une membrane qui est au-dessus de l'auricule gauche, c'est-à-dire du côté des veines pulmonaires, et c'est lié à un défaut d'intégration du pôle veineux postérieur dans l'oreillette gauche, donc durant la morphogénèse cardiaque. Vous allez très bien le voir ici avec l'auricule en référence en vue 4 cavités avec une très grande dilatation de l'oreillette gauche, ou bien ici en parasternal grand axe. Donc l'aspect, c'est cet aspect caractéristique sur le dessin. Ça, c'est l'aspect échographique en 2D. Et ça, c'est l'aspect caractéristique échographique en 3D. Voilà une image dynamique. Et si on fait un scanner de ce patient que vous voyez ici, vous voyez bien l'auricule et vous voyez bien que la membrane est derrière l'auricule, du côté des veines pulmonaires. D'accord ? Voilà le même patient avec un pôle postérieur très dilaté, la membrane ici qui peut être moyennement sténosante ou extrêmement sténosante, et l'auricule gauche qui est en avant donc de cette membrane. C'est clair pour vous? Bon, ça c'est des découpes anatomiques que j'ai empruntées à Lucille, donc je ne vais pas trop détailler ça parce qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Et donc, c'est la différence entre la membrane, le cœur triatrial et la membrane supramitrale, qui est donc située en distalité de l'auricule gauche, et qui est une membrane circulaire ou semi-circulaire, qui va soit être adhérente complètement aux valves, soit légèrement séparée de la valve. Vous voyez ici un schéma, vous voyez ici un autre schéma chirurgical, et vous voyez ici l'aspect. On dirait que l'anneau se prolonge à l'intérieur de la voie d'admission ou de la voie de passage du sang. Parfois, c'est très facile à voir quand c'est détaché de la valve mitrale. Parfois, c'est extrêmement difficile à voir et vous pourrez vous douter de cette anomalie en voyant uniquement une mobilité de la partie distale des feuillets. Pas de mobilité de la base parce qu'en fait, comme la membrane grandit de la périphérie vers le centre, elle vient envahir le rebord annulaire basal de la valve vers l'extrémité des feuillets, mais souvent, ça se cantonne à la base et donc on a un défaut de mobilité de la base avec uniquement une mobilité de la partie médiane et de l'extrémité des feuillets.
Et c'est en ça que ça peut être la différence avec les envahissements commissuraux, les pathologies rhumatismales débutantes peuvent se discuter. Donc, vous voyez un exemple ici en 2D. Et ça, c'est un exemple en 3D. Vous voyez ici la valve. Et vous voyez ici cet anneau là qui n'était pas circulaire ici, mais qui était semi-circulaire, qu'on voyait très bien en échographie 3D. Et donc ça, c'est une image dynamique où on voit un petit peu la membrane ici. Et ça, c'est une image dynamique aussi en ETT où on voit la valve ici et on voit une membrane au-dessus de la valve, sur le plan anatomique, c'est-à-dire du côté atrial. Donc ça ressemble à ça. Ça, c'est encore une membrane, voilà. Quand elle est intravalvulaire, je vous ai dit qu'elle était difficile à voir. Elle s'intègre très fréquemment dans les pathologies d'obstacle étagé du cœur gauche. C'est quasiment jamais isolé. Et donc ça, c'est un exemple chirurgical donc, qui est fait chez nous. On visualise la membrane ici. On voit pas bien la valve qui est beaucoup plus rose en dessous. Et donc, on va venir peler. Le chirurgien va venir enlever cette membrane. Voilà, cette membrane qui est ici. Donc, il va l'enlever, il va la peler, voilà. Et vous voyez, donc ça, c'est la membrane. Et quand on a enlevé cette membrane, on voit la valve qui est beaucoup plus, bien sûr, épaisse, beaucoup plus rosée. Et le chirurgien a enlevé tout ça qui était collé à la valve. En enlevant, vous voyez même un petit morceau de... On peut faire attention parce qu'on peut perforer la valve, en fait, puisqu'on vient la peler. Donc ça, c'est les membranes supramitrales ou supramitral ring en anglais. Donc les problématiques d'anneaux, je ne reviens pas dessus, on en a parlé. Les problématiques d'envahissement commissuraux secondaires au rhumatisme, je vous en ai parlé aussi. Et donc après, on va se porter sur l'appareil sous-valvulaire. Et là encore, je vous recommande l'article de référence des archives publié par Pierre-Emmanuel Seguela, qui montre de manière très schématique, très simple et très facile à comprendre l'embryologie de la valve mitrale et de l'appareil sous-valvulaire mitral avec les bourgeons endocardiques et la fusion myocardique, avec la séparation progressive des piliers, d'accord, et ensuite des cordages. Donc, on a 2 piliers normalement positionnés, puis l'apparition de cordage, puis vers 14 semaines, voilà, les bourgeons endocardiques vont donner les valves. Les valves vont être attachées au myocarde, puis attachées aux muscles papillaires musculaires attachés au myocarde. Petit à petit, ces muscles vont se détacher de la valve, donc qui est bleue, pour donner des piliers de positionnement, de nombre et de morphologie normale, associés à des cordages de morphologie, de longueur et de positionnement normaux. Quand ça ne se passe pas comme ça et qu'on n'a qu'un pilier avec des cordages anormaux, c'est-à-dire très épais, plus ou moins fenestrés, ou pas d'ailleurs, avec un seul pilier, des cordages extrêmement épais, on peut avoir un anneau normal, on peut avoir des feuillets de structure et de morphologie normale, mais ils sont attachés à ce pilier unique par des cordages extrêmement épais, et donc on a une valve mitrale en parachute ou en entonnoir. On peut avoir des formes intermédiaires, avec un pilier principal et un pilier hypoplasique accessoire fort attaché directement à la valve. On appelle ça des valves parachute-like. OK ? Donc, appareil sous-valvulaire normal, appareil sous-valvulaire anormal de type parachute. Un seul pilier. Anomalie finalement de la mécanique de la valve qui est liée à l'anomalie de l'appareil sous-valvulaire. On décrit parfois des aspects comme ça dits en poire, ou des aspects dits en parachute, ou en entonnoir, ou en girole, comme vous voulez. Vous voyez, donc c'est un schéma. Vous voyez ici, l'anneau est normal, les feuillets sont normaux, mais ils sont tous attachés, tous les cordages sont épais et attachés à ce pilier unique.
avec ici un petit pilier accessoire qu'on pourrait appeler parachute-like. D'accord? Donc, si on inverse les choses et qu'on se met en vue anatomique, ça donne un aspect de parachute. Ça, c'est un exemple d'une patiente. Tout ça, c'est une patiente intéressante parce que c'est une patiente qui était dyspnéique pendant qu'elle était enceinte à, je sais pas, 26 ou 32 semaines d'aménorrhée. Elle avait une oreillette gauche très dilatée. Elle avait un VG qui n'était pas du tout dilaté, qui était normal. Elle avait un anneau normal, des mobilités de feuillet normales, mais toute la valve est attachée ici à ce pilier. Et donc, la sténose, elle ne se situe pas au niveau de l'anneau. Elle se situe dans le ventricule, au niveau de la zone de jonction de l'extrémité des feuillets avec l'appareil sous-valvulaire. En gros, la sténose, elle se fait dans les cordages. D'accord? Et c'était significatif puisque cette femme, elle avait un gradient moyen à 20 mm de mercure pour une fréquence de 90. Donc, vous voyez que ça peut être très significatif sur le plan hémodynamique. OK? Parachute-like, avec ce mouvement dit en crosse de hockey. Donc ça, pour un cardiologue qui n'a pas fait le DU, il vous dit que c'est une valve rhumatismale parce que c'est l'aspect caractéristique de la crosse de hockey de la valvulopathie rhumatismale. Donc quand je vous ai dit regardez l'appareil sous-valvulaire, c'est qu'il y avait une bonne raison. D'accord? Voilà. Surtout si le patient il a été opéré d'une coarctation et qu'il a une bicuspidie, soit dit en passant. D'accord? Ce qui a été le cas déjà dans des cas cliniques, dans les grands congrès français d'échographie, où des gens de 20 ans qui n'ont jamais quitté la Bretagne et qui ont été opérés d'une coarctation et qui ont une bicuspidie, on se demande pourquoi ils ont un rétrécissement mitral rhumatismal sans calcification. Tout simplement parce qu'on ne regarde pas l'appareil sous-valvulaire et que ce n'est pas du tout ça le diagnostic. Je vous le dis parce que c'est arrivé il y a quelques années, ça. Bref. Et donc, quand on a une valve en parachute, on a, je vous ai dit, des piliers anormaux, mais on a aussi souvent des cordages qui sont très anormaux, avec cet aspect extrêmement épaissi. Vous voyez, bon, ici, là, vous voyez, donc on est sur un seul pilier ici. Et donc, les chirurgiens, ils vont essayer de fendre les piliers et d'amincir les cordages pour essayer de lever l'obstacle, encore une fois, l'obstacle qui se situe ici, dans les cordages. Et on a des formes plus primitives. Si vous avez maintenant en tête la caractéristique anatomique, embryologique, donc du détachement myocardique et l'apparition des piliers et des cordages, et de la différenciation des piliers, on a parfois ce qu'on appelle des valves mitrales en arcade, quand on a finalement une fusion des deux piliers qui ne se sont pas distinctement séparés, mais qui sont reliés par une bande musculaire, sur lequel les cordages ne se sont pas clairement allongés, avec une séparation des piliers avec la valve, et qui forment cet aspect d'arcade. Vous voyez deux piliers relativement rapprochés, réunis par une bande musculaire, avec des cordages extrêmement courts et extrêmement épais, parfois même fusionnés, qui sont collés à la valve ou quasiment collés à la valve, qui s'appelle donc une valve mitrale en arcade. Vous voyez, ça c'est un exemple d'un gamin qui avait une valvulopathie mitrale très sévère. Vous voyez ici, on voit en fait qu'il n'y a pas de différenciation d'un pilier antérolatérale et postéro-interne. On a une sorte de bande musculaire sans une démargination, sans que ce soit bien individualisé, différencié du myocarde ventriculaire, avec finalement une valve ici qui est quasiment collée à ces piliers. Toute la valve postérieure ici est collée. D'accord ? Donc, on a vraiment ici une arcade. Donc, ça représente ça sur le plan anatomique. Sur le plan chirurgical, je vais passer parce que c'est pas extrêmement clair. Il faudrait que je vous montre ça en détail. Mais quand le chirurgien ouvre,
il voit cette bande musculaire ici et il voit que tout est attaché à cette espèce de pont musculaire ici, qui est le haut de l'arcade. Et c'est relativement difficile à opérer. Donc, je vous montre un autre exemple. Vous voyez, oreillette gauche très dilatée parce que c'est très fuyant et sténosant, ventricule gauche très dilaté. On a l'impression qu'il y a deux piliers ici, mais à y regarder plus près, en fait, il y a une bande musculaire ici avec une fusion de la valve postérieure sur ce groupe de piliers avec des cordages qui sont quasiment Vous voyez, les piliers viennent directement s'insérer sur la valve, il n'y a quasiment pas de cordage. Et donc, on a cet aspect typique dit en arcade. Donc, pareil, technique chirurgicale, on va scinder les piliers, couper les attaches accessoires, faire éventuellement des plasties d'élongation. Mais bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la chirurgie, mais ici, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une plastie d'élongation en mettant un patch pour donner du mouvement à la valve. Et quand tout est fusionné, eh ben, on peut s'allonger dedans parce que finalement, il y a pas de trou entre le continuum valve, appareil sous-valvulaire, pilier, enfin, cordage pilier. Quand les espaces intercordaux sont fusionnés, on a un hamac, donc on peut se positionner dedans et faire la sieste. Donc là, on a un groupe de piliers mal individualisés, des cordages qui sont direct attachés à la valve sans, si vous voulez, délamination de ces cordages, séparation de ces cordages, individualisation de ces cordages. Donc ça, c'est l'aspect le plus caractéristique. Vous voyez, donc ça, c'est un autre exemple. Donc tout est fusionné. C'est en général extrêmement sténosant. Vous voyez ici, on a l'impression que tout bouge d'un seul bloc, c'est du monobloc. Il n'y a aucun mouvement de la valve, c'est comme si la valve bougeait avec son ventricule. Avec juste quelques petits points de sortie dans les rares endroits où les cordages en fait sont percés, en quelque sorte. Et dans les formes les plus extrêmes, ça c'est des cas d'anapathe, de patients qui sont morts évidemment, de la collection de Lucie Louyel, où on a, vous voyez, tout est fusionné. Il y a juste une toute petite tête d'aiguille qui permettait le passage de sang entre le ventricule gauche, entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Voilà, ça c'est un exemple. Ça c'est Pierre Emmanuel qui m'avait donné ça, je pense. Donc les anneaux hypoplasiques, on en a parlé. Je crois bien qu'on arrive au bout. On arrive au bout pour vous dire qu'en conclusion, les sténoses isolées sont très rares. Hein, et comme pour les anomalies de la valve mitrale en général, elles sont souvent multisegmentaires. C'est-à-dire qu'elles peuvent intéresser. On peut avoir une membrane, une hypoplasie de l'anneau, un aspect de syndrome de parachute avec une anomalie de l'entité, donc pilier, cordage. Donc, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait fréquent, je dirais. Donc, quand vous étudiez une valvulopathie mitrale, il faut vraiment analyser tout cela parce que peut-être qu'il y aura une stratégie où d'abord, on va peler la valve mitrale pour enlever la membrane, et éventuellement travailler un petit peu sur les piliers, mais on peut avoir des stratégies de réparation à multi-level, enfin, à plusieurs étages. Et il ne faut pas méconnaître la membrane supramitrale qui est sûrement le truc le plus sûr à traiter sur le plan chirurgical parce que la technique, elle est simple. Et l'autre truc qui définit donc ce qu'on appelle le syndrome de Stone, ça, il faut que vous sachiez ce que c'est quand même parce que ça va tomber, c'est sûr. C'est cette problématique d'anneau supravalvulaire associé plus ou moins à des hypoplasies de l'anneau, à des valves mitrales en parachute, qu'on voit ici en sous-costal par exemple, ça s'ouvre sur un seul pilier, à des obstacles sous-aortiques, fibreux, fibromusculaires, plus ou moins des bicuspidies et une coarctation. Ça, c'est le truc classique. Le gamin, il vient, il a un choc cardiogénique, on lui fait la coarctation. Après, on doit lui faire une commissurotomie aortique, une exérèse de membrane sous-aortique, et après, il faut lui faire la membrane supramitrale et travailler sur les piliers. Et des fois, ils ont 4, 5, 6 chirurgies. Un mot sur la quantification. D'ailleurs, la slide, elle est illisible, hein, elle est trop petite, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque la quantification, c'est la quantification des adultes
La quantification des adultes que vous trouvez dans toutes les bonnes guidelines américaines et européennes. D'accord. On utilise, si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes pédiatre ou adulte de formation, ça n'a aucune importance. Les critères de gravité qui sont légèrement différents pour les insuffisances mitrales primaires et secondaires, avec bien sûr la morphologie de la valve, l'analyse du jet couleur, de la zone de convergence, du Doppler, la PISA, le rapport des ITV, le volume régurgitant et le retentissement sur les volumes. Ce qu'on sait, et en particulier dans la cardiologie congénitale, c'est que les PISA sont parfois difficiles à faire, par exemple dans les fentes mitrales, parce qu'elles ne sont pas hémisphériques. Et normalement, elles doivent être hémisphériques pour être justes. Donc, ça rend les choses un peu plus difficiles en cardiologie pédiatrique. Il y a des gens qui ont essayé de faire des analyses, des quantifications en cardiologie pédiatrique. Je vais vous donner ici les références. Voilà, par exemple. Pas mal de papiers en France, à l'étranger. Ce qui ressort de tout ça quand même, c'est qu'il n'y a pas vraiment de critères clairs pour les enfants. Par exemple, quand on vous dit quels critères utiliser pour un enfant de 4 ans, ben, la réponse est je ne sais pas. La réponse est il faut utiliser la clinique, la dilatation des cavités gauches, la recherche d'une HTAP post-capillaire. Parce qu'il n'y a pas de la bonne valeur absolue en Z-score de la PISA, elle n'existe pas. D'accord ? Donc, j'ai emprunté ça à Pierre-Emmanuel. Regardez le diamètre de l'anneau, la surface de l'oreillette, la surface du EVG, le diamètre télésystolique VG. Il y a des indications chirurgicales pour les adultes. Pour les enfants, on va retenir un diamètre télésystolique VG dilaté, notamment quand il y a une évolution rapide, ça peut traduire une altération de la fonction systolique VG, qui est un critère de gravité, les symptômes et l'apparition d'une HTAP post-capillaire, bien sûr. Pour les sténos, c'est pareil, c'est des critères des adultes, vous les avez dans les diapos, vous devez les apprendre par cœur. Mais pour les enfants, il n'y a pas de critères vraiment clairs. Dans les études, que ce soit les études françaises, les études américaines, vous voyez que c'est des études rétrospectives avec des cut-offs qui sont variables d'une étude à l'autre. Donc, regardez le retentissement de votre malade, regardez la taille de l'OG, regardez l'HTAP, regardez les symptômes et posez les bonnes stratégies en fonction du rapport bénéfice-risque, notamment de mettre une valve mécanique ou une valve prothétique à un enfant en croissance, qui est évidemment un sujet en soi. Le 3D, c'est bien pour la morphologie, ça s'améliore, on commence à faire du printing dessus, et c'est un outil pédagogique pour la compréhension de l'anatomie qui est intéressant. Maintenant, vous allez tous faire du 3D dans vos services respectifs. OK ? Voilà, on est à l'heure. Est-ce que vous avez des questions ? La dilatation, à ma connaissance, on ne fait de dilatation que sur des valves rhumatismales. On fait ça en France, on fait ça quand on va travailler à l'étranger. C'est toujours une intervention qui peut être très efficace, mais qui a un certain nombre de risques parce qu'on peut déchirer la valve. En termes de cathé diagnostic, on n'en fait plus parce que maintenant l'échographie est extrêmement fiable. Avant, on recherchait évidemment des gradients transmitraux en instantané, on mesurait les capillaires et on mesurait le profil capillaire avec les ondes émitrales pour l'analyse hémodynamique des fuites. Maintenant, les critères échographiques et cliniques, en général, posent les indications de traitement dans 99% des cas. Oui, bon, après, il y a des standards pour mesurer. Hein. On doit faire des mesures selon les règles de l'art, comme pour mesurer les aortes. Quand les radiologues remontent les aortes, il y a une nomenclature. Pour mesurer l'aorte, pour mesurer le VG en échographie, il y a des recommandations qui sont claires, des recommandations de l'American Society of Echo, les recommandations européennes.
Donc, tout le monde peut travailler et faire des bonnes mesures. À 1 millimètre près, on ne se trompera pas. Encore faut-il avoir la rigueur de faire les échographies dans les règles de l'art. Mais c'est accessible à tout le monde, il n'y a aucune difficulté, il faut simplement faire l'effort de bien le faire. Mais si tout le monde le fait de la même manière, la reproductibilité interobservateur, elle est bonne. Alors évidemment, quand ça progresse de 20% par an, c'est tout à fait significatif. Il n'y a pas de cut-off, mais on voit bien les tendances à l'évolution sur les Z-scores. Si on a un Z-score qui a plus 1,8 sur 5 ans et qui reste identique avec la croissance de l'enfant et que le patient est asymptomatique, je vous parle par exemple de mon patient qui avait le prolapsus mitral, qui a 18 ans, qui fait de l'escalade en compétition. Bon, certes, il a un VG qui fait 62 mm, mais il a une fraction d'éjection normale, il a une VO2 qui est une épreuve d'effort qui est normale, il n'a pas d'HTAP post-capillaire, il n'a jamais fait d'arythmie. Donc le timing de la chirurgie se discute. Aujourd'hui, quand même, dans les recommandations internationales pour la chirurgie vitrale de plastie, quand on a un prolapsus, une maladie de Barlow, etc., on a des seuils chirurgicaux qui sont bas parce qu'on veut éviter le remodelage ventriculaire et atrial et les complications rythmiques. Et donc, on opère beaucoup plus tôt les fuites mitrales isolées sur valve faciles à réparer qu'avant. Chez les adultes, c'est certain. Chez les enfants, ça l'est aussi. Ça dépend. On a un seuil chirurgical très bas pour les fentes mitrales. On a un seuil chirurgical plus haut, à mon avis, pour les prolapsus parce que les patients cliniquement ont une bonne évolution, mais les recommandations chirurgicales quand même poussent à une chirurgie plutôt rapide. Après, quand c'est des chirurgies complexes, quand on met le doigt dedans, il faut pouvoir s'en sortir. Et si le risque c'est de jeter une pièce pour mettre une valve mécanique mitrale à un enfant de 12 ans, la morbidité qui est associée à ça et la mortalité des valves mécaniques posées chez les enfants, elle est élevée. Donc, il faut bien réfléchir aux solutions techniques chirurgicales qu'on a et aux alternatives. Parce qu'on doit toujours mettre des valves quand on n'a pas le choix, mais c'est associé quand même à un certain nombre de complications. Si vous suivez des patients qui ont des valves mécaniques mitrales pendant plus de 20 ans, vous verrez qu'ils sont exposés à des complications, notamment thromboemboliques. Oui et non, c'est-à-dire que le contexte sociodémographique il est important, certes, mais je pense que si vous faites une analyse holistique de la valve et que vous regardez l'appareil sous-valvulaire, vous pourrez faire assez facilement la différence. Donc, ça tient. Oui, bien sûr. C'est la ergonomie vraiment de l'assistant. Oui, tout à fait. Ça qui est uniquement de l'assistant. Donc, parce que ça peut se rendre la même fois, par exemple. Oui, mais la forme mitrale, si vous la regardez en petit axe et même en 3D, si vous avez de la chance d'avoir un appareil, vous verrez une fente sur toute la hauteur de la valve jusqu'à l'anneau. Et ça, sur une valve qui n'a pas de fusion commissurale, qui a des piliers, des cordages normaux. Enfin, vous verrez quand même les différences, elles se voient. Les diagnostics, ils se font assez facilement. C'est pas une grande difficulté. Il faut juste s'y intéresser, essayer de comprendre et d'appliquer une analyse simple et systématique et vous ferez le diagnostic sans problème. Et la place des IEC dans l'insuffisance virale, de la tension sévère. C'est une insuffisance mitrale sévère, il faut opérer les valves. Je suis pas certain que, à moins qu'il y ait une hypertension, une augmentation de post-charge, etc., mais quand le remodelage est secondaire à une surcharge de volume qu'il y a une valvulopathie, j'ai du mal à concevoir que l'IEC va sauver la vie des gens, changer la vie des gens.
arrêter la fuite, ça va sûrement améliorer plus les gens que les mettre sous IEC pendant 10 ans, à mon avis. Donc, voilà, ça, c'est des recettes de cardiologue. VG dilaté, on met des IEC, il n'y en aura pas de problème. Bon. Je ne sais pas s'il y a une étude randomisée sur IEC versus pas IEC dans les IM grade 4 pour voir l'évolution à 10 ans. Vous savez ça mieux que moi. Moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. Mais donc, il y a une fuite sévère avec un retentissement hémodynamique, il faut opérer les gens. Quand on a quelqu'un, si tu as un patient un jour qui a 15 ans, qui est sportif de haut niveau, par exemple, qui fait du football, qui a un prolapsus valvulaire ou une fente avec une fuite de grade 3 et un VGA à 60 mm, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets sous IEC? Ça va lui servir à quoi? Est-ce que ça va changer sa vie? Parce que tu penses qu'en lui mettant 6 mois d'IEC, ça va changer quelque chose? Ça va faire diminuer son volume ventriculaire? Moi, je crois pas. Donc, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on peut discuter du bien fondé. Tout à fait, le niveau de preuve, il est quand même à démontrer, notamment dans les indications thérapeutiques des valvulopathies. Il y a des recommandations européennes, je les ai pas relues là avant de faire le cours, mais quand on a une pathologie de surcharge volumétrique liée à une valvulopathie, je pense pas que une thérapeutique médicamenteuse qui agit sur le système rénine-angiotensin-aldostérone va avoir un impact sur la morbimortalité des patients. S'il est en OAP, il faut le mettre sous diurétique. Tu vois? Ça, c'est sûr. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans les services de valvulaire, Pierre. Conceptuellement, je comprends pas. Et scientifiquement, je pense qu'il y a, enfin, je ne sais pas, mais j'imagine que le niveau de preuve, s'il existe, il est nul ou mineur. Et donc, on peut effectivement, ça, c'est des discussions d'experts, de dire est-ce que en préopératoire, sur une IA ou une IA modérée, on met des IEC, peut-être qu'il y a une indication de type, je sais pas, de type 2B ou j'en sais rien, recommandation d'experts, mais je pense pas. On fait une pause? Allez.